Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour le Forum Éco-Résilience dans ce nouvel atelier. On va passer une petite heure ensemble, désolé pour les quelques minutes de retard, et on est là maintenant avec vous. On est en présence de plusieurs personnes, ici Romain Jonio et Enrique González de Capinov qui sont référents bas carbone. On va vous expliquer évidemment dans cet atelier en quoi ça consiste. Et Pierrick Martin de Composil qui est parmi nous, qui aura l'occasion de présenter cette entreprise également. Voilà, donc vous voyez justement cette notion de référent bas carbone qu'on va pouvoir vous présenter, qu'on vous présente déjà en tant que réseau au sein desquels sont inscrits Capinov, au sein duquel est inscrit UCM, et vous voyez un ensemble d'acteurs qui font également partie de ce réseau, qui sont répartis à chaque fois en différentes provinces. Là encore, on vous expliquera plus loin en quoi ça consiste, mais vous voyez déjà l'ensemble des acteurs qui font partie de ce réseau. Il y a sûrement des noms qui vous évoquent déjà quelque chose et que vous connaissez. Alors, vous voyez ici que l'UCM est active déjà sur un certain nombre de domaines au niveau environnemental. Il y a d'abord ce qui concerne les obligations environnementales où des conseillers environnement peuvent être à disposition des entreprises. Au niveau des économies d'énergie, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi, que ce soit à Bruxelles avec le Pack Énergie ou le facilitateur utilisation rationnelle de l'énergie indépendant en Wallonie. Donc, c'est des services auxquels vous pouvez faire appel pour ces thématiques-là. Et enfin, il y a ce dont on va parler aujourd'hui qui est lié à l'économie circulaire. Il y a énormément de choses qui se font, notamment dans le cadre de Circular Wallonia en Wallonie, et c'est dans ce cadre aussi qu'existe le réseau des référents bas carbone. UCM a un projet qui est le développement résilience à Bruxelles et le fameux donc, réseau des référents bas carbone ici en Wallonie, dont je fais partie moi-même, ainsi que ma collègue Caroline Dubourg. Et enfin, il y a évidemment les autres acteurs dont nous parlions et Capinov, que je vais laisser Enrique présenter maintenant. Merci Thomas. Donc voilà, Enrique pour Capinov, ID2Green, by Capinov. ID2Green, c'est quoi? On est aujourd'hui le co-modérateur de cette session. ID2Green, c'est un écosystème spécialisé développement durable de Capinov. Et c'est un écosystème en fait qui vise à rassembler différents acteurs qui partagent un même objectif, celui de la transition, celui d'un objectif de développement durable. Nos missions se déclinent autour de 3 axes. D'une part, on a l'accompagnement, notamment par le diagnostic qui sera présenté plus tard par Thomas. On a aussi de l'animation, formation, information, quelle qu'elle soit. Et enfin, on a un objectif de mutualisation, de renforcer la mutualisation des ressources, et donc à savoir de favoriser l'utilisation et la valorisation de ressources dormantes au sein des entreprises. Ça, c'est ID2Green, qui représente donc Capinov en tant que référent bas carbone. Ok, merci Enrique. En fait, on a voulu cet atelier justement comment dire, on n'a pas voulu vous exposer l'économie circulaire de manière absolument théorique et passer 1 heure avec vous en vous exposant un bon nombre de concepts qui pouvaient rester très abstraits. Donc notre volonté a été d'inviter une entreprise, en l'occurrence Composil, qui va pouvoir partir de son exemple concret, de ce qu'ils mettent en place au sein de leur entreprise, pour nous après essayer d'extirper les concepts d'économie circulaire qui soient plus parlants pour vous et qu'après vous puissiez envisager aussi des pistes d'action qui sont implémentables au sein de votre propre entreprise. Donc, le but est bien de passer de la pratique à la théorie, d'un exemple concret pour parler de choses qui peuvent avoir l'air parfois plus abstraites. Donc, dans cet ordre-là, on commence maintenant tout de suite avec Pierrick qui va nous présenter Composil et les actions qui sont mises en place autour de ces sujets-là. Merci Pierrick. Merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation et merci de me laisser l'opportunité de vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez Composil. Donc moi je m'appelle Pierrick, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, c'est important, et je suis un des 3 administrateurs de la société Composil qui est basée ici dans le zoning nord de Wavre, et je vais un peu vous parler de ce qu'on fait, de ce vers quoi on veut aller, de ce qu'on met en place. On n'a pas la prétention d'être les plus green des entreprises, mais par contre, on a la volonté d'avancer, d'avoir des beaux projets. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de vous expliquer ce qu'on fait et qui on est. Et on va passer un petit bout de temps ensemble pour vous parler de ça. Donc Composil, tout d'abord, c'est quoi? C'est une entreprise qui, on va fêter nos 30 bougies l'année prochaine. Alors moi, ça fait un peu plus d'1 an que j'y suis, mais la société existe depuis 30 ans. Et c'est important d'expliquer le concept initial de Composil parce que ça me permettra de faire le lien avec ce qui nous
anime aujourd'hui dans le débat. Composil était tout d'abord une entreprise qui a été créée pour développer un produit de mise en protection des tapis. Le produit s'appelait Composil, donc le fondateur à l'époque, qui s'appelle Tanguy Massange, avait conçu ce produit de mise en protection des tapis. Et puis très vite, en fait, il s'est rendu compte que uniquement commercialiser ce produit, c'était pas ce qui répondait à ses valeurs et ce qui était suffisant pour un bon entretien de tapis. Donc il a assez vite glissé vers un business model où il s'est dit, en fait, il y a très peu d'entreprises qui entretiennent bien les tapis. Donc moi, je vais me lancer là-dedans avec une vraie vision derrière qui était de travailler la durabilité du tapis et l'hygiène. Donc aujourd'hui, le business model de Composil est tout à fait différent. On ne vend absolument plus nos produits, mais on est une entreprise de service qui vise à améliorer la durabilité et l'hygiène des tapis partout où il y a des tapis. D'accord ? Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer en revue quelques sujets. Donc d'abord, le lien avec notre business model et notre nouveau slogan qui est le We Care. Alors pourquoi We Care ? C'est simplement qu'on a voulu faire le lien avec notre logo Composil qui fait référence un peu à ce symbole de l'économie circulaire et de l'infini. Et on a voulu redéfinir le We Care parce que le We Care s'applique à aussi bien la planète que nos clients, que nos collaborateurs et que les tapis, si je veux retourner au business model. Et également le mobilier textile qu'on a ajouté à notre business model il y a 3 ans parce que c'est basé sur la même méthodologie avec des produits tout à fait différents, une méthodologie différente, mais ça reste du textile. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de nos actions et de notre philosophie parce que c'est important aussi de vous expliquer ça. Et enfin, deux, trois petits sujets qui sont présents pour le futur. Donc, si ça vous va, on va attaquer avec ça. Donc, comme je vous l'ai dit, l'histoire de Composil, c'est d'abord d'être présent sur le cycle de vie du matériau. Donc, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit que ce qu'on développe, c'est pour la durabilité d'abord et avant tout du tapis. Et puis, vous le verrez, on va l'amener sur d'autres sujets. Donc, de quoi je vais vous parler pour vous expliquer ça concrètement, c'est notre méthodologie, qui a donné lieu à un programme qui s'appelle le Carpet Caring Programme, qui est en train de donner lieu à des nouvelles initiatives sur le reuse et le recycle de tout ce qu'on peut faire dans le milieu du tapis. Et enfin, un troisième projet sur lequel on est en train de démarrer, qui est la valorisation des déchets, de tout ce qu'on peut ressortir du tapis. Et vous verrez, il y a de quoi faire, c'est assez impressionnant. Alors au niveau de la méthodologie, en fait, c'est assez simple. On a eu un constat sur les méthodologies classiques à l'époque, donc Tanguy, qui était que, en fait, nos concurrents, ou à l'époque, il n'y avait pas de concurrents parce que c'était plutôt eux qui étaient les seuls en place, utilisaient énormément d'eau pour nettoyer les moquettes, des quantités de produits qui étaient très très élevées, comme vous pouvez le voir sur la photo qui est là, des machines qui étaient non adaptées, donc des machines plutôt rotatives. Et il faut savoir qu'une fibre de tapis, c'est plutôt quelque chose qui doit bouger, mais quand on la met dans la machine à laver bien chaude et qu'elle tourne pendant des heures, ça a tendance à l'abîmer et donc à dégrader le tapis. C'est un peu comme des vêtements finalement qu'on laisse dans une machine à laver trop longtemps ou qu'on ne sèche pas bien. Ça a tendance à abîmer le textile. Donc effectivement, ça abîmait le matériel et en plus de ça, ça immobilisait les espaces de bureau parce qu'il y avait une énorme quantité d'eau qui était utilisée. Il fallait sécher les bureaux pendant 3 jours, ça sentait le chien mouillé. Il fallait ouvrir les fenêtres pour évacuer en plein hiver alors que tu chauffes. Donc nous, on a voulu vraiment développer, et on continue à le développer au jour le jour, une méthodologie beaucoup plus adaptée à la moquette et finalement aussi à l'environnement pour bien entretenir ces surfaces de bureau. Sachant aussi que la moquette, dès le départ, est un matériau qui est encore aujourd'hui utilisé dans 75% des surfaces de bureau parce que c'est un matériau qui, bien entretenu, est très bon pour l'hygiène générale d'une pièce parce que ça aspire la poussière, ça prend la poussière et aussi très très bon pour l'acoustique notamment parce que c'est sûr qu'un sol en tapis dans un open space versus du parquet, ça amène aussi du confort acoustique. Donc il y a quand même déjà autour de ce revêtement toute une philosophie de bien-être et de respect finalement des personnes et de l'environnement qu'on avait envie de pousser un peu plus parce que malgré tout, du tapis, c'est quoi ? C'est du pétrole raffiné. Vous prenez une dalle de tapis qui fait à peu près 60 sur 60 cm, c'est 1 litre de pétrole raffiné, 1 kg de pétrole raffiné. Donc, amener de la durabilité dans je vais utiliser mon tapis 15 ans au lieu de 7, c'est ça qui nous anime et je pense que c'est déjà un beau premier postulat de base en tout cas.
Donc du coup, notre méthodologie, on est en recherche et développement constant pour respecter cette fibre. Qu'est-ce qu'on fait avec Composil depuis 30 ans? On développe nos produits en spécifique avec un laboratoire en Belgique. Ça, c'est important aussi parce qu'on a une grande partie de nos fournisseurs qui sont en Belgique ou en Europe sur quelques produits, mais vous le verrez plus tard, pour pouvoir amener ce côté, le bon produit, le bon usage et la bonne machine aussi pour le bon usage. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une méthodologie unique qui est presque à sec, qui utilise très peu de produits, très peu d'eau et qui permet également de réutiliser la moquette dans la demi-heure, ce qui est pas négligeable non plus pour nos clients en termes de vide locatif pour des chambres d'hôtel par exemple ou de devoir immobiliser une surface de bureau trop longtemps. À ça, évidemment, on y ajoute une bonne action mécanique avec les bonnes machines, avec différentes étapes pour toujours respecter la fibre et amener ce côté durable dans l'entretien du tapis. Du coup, qu'est-ce que ça donne? On est la seule société en Europe à être certifiée par les grands fabricants de moquettes sur l'utilisation de notre méthodologie qui est adaptée aux matériaux. Et enfin, on est aussi la seule en Europe à être certifiée par un laboratoire indépendant sur l'efficacité hygiénique de notre méthodologie. Et ce n'est pas le contexte actuel qui va me contredire sur le besoin d'hygiène. Donc on est vraiment sur une méthodologie, une philosophie qui est dans l'air du temps en tout cas. Et c'est quelque chose, c'était d'ailleurs une des raisons pour laquelle dans la discussion avec Romain avant de venir à ce forum, c'était étonnant de se dire, et moi-même qui est dans le milieu du tapis depuis 1 an, de pouvoir se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec du tapis? Pour la blague, je le dis toujours, depuis que je suis chez Composil, depuis 1 an, mes potes me disent toujours, mais ton tapis, et ils rigolent, et puis quand on raconte un peu toute l'histoire qu'on peut faire avec le tapis, ils s'ouvrent des yeux comme ça, et moi-même, je le découvre encore tous les jours. Donc cette philosophie a donné lieu à notre premier programme, qui est notre programme phare, qu'on appelle le Carpet Caring Program, qui est en fait, notre objectif, c'est quoi? C'est de toucher la moquette le plus possible chez nos clients, pour y amener justement ce côté durable et hygiène dans le temps. Donc on a un programme qui a été défini, et c'est vraiment notre spécialité, on est des spécialistes du tapis. On ne fait que ça, du nettoyage et de l'entretien de tapis et le mobilier textile, comme je vous l'ai dit. Et donc, on a travaillé ce programme en suivant en fait le chemin de la crasse et en définissant, tiens, où est-ce qu'on doit agir, quand et combien de temps et comment, pour qu'au bout du compte, le client ait une moquette propre et saine toute l'année et que la vraie raison à ça aussi, il puisse avoir une plus grande durabilité de son matériau dans son bâtiment. Donc aujourd'hui, grâce à ce Carpet Caring Program, on peut avoir une durée de vie d'un tapis qui va être augmentée de minimum 40%. Donc comme je vous l'ai dit, un tapis, rappelez-vous, c'est pour une dalle de 60 sur 60, 1 kg de pétrole raffiné. Donc imaginez-vous des bureaux qu'on fait de 100 mètres carrés à plus de 80 000 mètres carrés pour nos plus gros clients. Si on arrive à étendre la durée de vie de la moquette de 7 à 15 ans, comme on a, voire parfois 20 ans sur certains de chez nos clients, l'impact environnemental, il est déjà assez vite démontré. Et c'est ça, en fait, qu'on a envie de pousser et de favoriser au travers de notre programme d'entretien. Et du coup, tout ça a poussé aussi les fabricants de moquettes avec qui on est partenaire à octroyer une extension de garantie à leurs clients s'ils utilisent la méthodologie Composil. Parce qu'ils savent ce qu'on peut amener comme respect de la fibre et donc d'avoir un tapis qui est plus propre et plus beau plus longtemps, ce qui empêche de devoir changer une moquette qui est normalement amortie au bout de 7 ans dans les P&L classiques des entreprises. Donc voilà, tout ça nous a amené à créer ce beau programme qui est le Carpet Caring Program. Alors ça, c'est un peu la genèse, et évidemment, nous, on a envie d'aller plus loin avec tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on avait un terreau de base grâce finalement à cette première philosophie qui était d'amener de la durabilité dans l'entretien de la moquette. Et on se demande maintenant, elle n'est pas éternelle non plus, cette moquette. C'est vrai qu'après 15 ans, elle tient la route, mais c'est sûr qu'il y a des zones où elles sont usées, dans des zones de couloir. Si par exemple, il y a un bureau qui est tiré, ça a tendance à abraser la moquette, ce genre de choses. Donc au bout de 15 ans, elle n'est plus tout à fait fraîche. Et parfois, qu'est-ce qu'on peut faire après le cycle de vie du tapis? Et on a envie d'être acteur dedans. Alors on ne se veut pas être le outlet du tapis dans la partie reuse, ce n'est pas notre core business, mais par contre on a un acteur, on est des spécialistes du tapis, on a beaucoup d'acteurs qu'on peut réunir autour de la table pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec une moquette qui est usée, qui majoritairement part à l'incinérateur une fois que le cycle de vie du produit est fini. Et aujourd'hui, on n'a pas, voire peu, de marché de seconde main sur la moquette. Donc du coup, nous, on se met en mouvement par rapport à ça. Et en fait, on a envie de pouvoir aider nos clients
à amener une deuxième vie à leurs produits et à pouvoir proposer, grâce à un partenaire, un atelier protégé sur Bruxelles, on arrive à proposer aujourd'hui du reuse sur certaines zones de tapis. Donc si vous avez des tapis en dalle, pas des tapis roulés, parce que ça c'est plus compliqué, mais les tapis en dalle, d'ailleurs petit conseil, si vous devez mettre du tapis, pensez toujours aux dalles, c'est plus efficace pour l'entretien. On peut, avec notre expertise, identifier des dalles de tapis qui peuvent être encore réutilisées ou d'autres qui sont en fin de vie, tout simplement parce qu'il y a eu à un moment donné une action qui a fait que la dalle a été détériorée, une dalle qui a été décolorée, qui a été brûlée, qui a été voilà, dans une vie de tapis, il peut y avoir beaucoup de choses. Et donc nous, en fait, on peut venir sur une fin de chantier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se réinventent avec le Covid, qui réduisent les espaces, etc. On peut venir faire un diagnostic et dire, sur les, je prends un exemple, 500 mètres carrés de bureau que vous avez, on peut facilement récupérer 300 mètres carrés de dalles que vous pourrez réutiliser dans soit une salle de réunion, si vous avez une nouvelle salle de réunion avec uniquement ce coloris, ou dans n'importe quel autre endroit de votre bureau. Et nous, avec notre méthodologie, on sait qu'on va pouvoir avoir des dalles qui seront nickel au moment du replacement, au niveau du nettoyage. Et si en plus elles ont été entretenues par nos soins, on sait encore plus où en est la durée de vie du produit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler. Et en plus de ça, on réfléchit aussi, on est acteur aussi sur tout ce qui est recycle. Donc comme je l'ai dit, certaines dalles, à un moment donné, on ne peut pas les réutiliser. Donc là, on les recycle. Et donc là, avec nos partenaires, qu'est-ce qu'on fait ? On sépare la fibre du backing, on peut faire du cradle to cradle ou de l'upcycling avec les dalles de tapis. Et là, on expédie en fait des dalles de tapis de nos clients plusieurs fois par an au recyclage. C'est des choses qu'on leur propose, on ne gagne rien là-dessus, mais c'est vraiment notre volonté d'aider nos clients à pouvoir avoir un message aussi sur finalement qu'est-ce que je fais de mon sol, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on l'a acheté, on n'y pense plus. Et là, on arrive vraiment aujourd'hui à séparer la fibre du backing. Le backing, c'est du caoutchouc, la fibre, c'est du synthétique, à les séparer, à les remettre dans le circuit. Donc voilà. Tout ça nous a amené encore à développer un nouveau produit pour aller encore plus loin dans la philosophie, qui s'appelle aujourd'hui le Circular Carpet Lease. Donc là, on en vient aussi à toutes ces idées de circular. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est amener un programme all-inclusive pour nos clients qui va amener cette notion de durabilité et d'hygiène, mais vraiment jusqu'au bout de la chaîne. Donc aujourd'hui, le leasing, il est vachement connu dans le milieu de l'automobile. Ça se développe de plus en plus, le leasing. Il y a des leasings sur du Lightning, du leasing sur d'autres choses dans les entreprises. Nous, on a en fait envie de proposer à nos clients un circular carpet lease. Et donc, depuis le début, de leur proposer de choisir avec nous le tapis, avec nos conseils, qu'est-ce qui va être bien pour la durabilité, pour l'entretien, pour ne pas devoir remplacer assez vite les tapis, etc. D'y amener notre programme de Carpet Caring Program pour la durabilité du tapis, et puis à la fin, de pouvoir leur proposer une solution pour la fin du cycle de vie de leurs produits. Donc au bout de 7 ans à peu près, ça dépend des leasings, mais souvent c'est la moyenne, le tapis appartient à l'entreprise, que nous avons financé en amont. Et ensuite, ils peuvent choisir de dire, on continue parce qu'en fait, il est encore nickel et on continue avec vous dans l'entretien. Ou alors on se dit, on doit changer certaines zones et donc on prend l'option recycle ou on prend l'option reuse pour l'ensemble du plateau, une partie du plateau, et donc de pouvoir être vraiment acteur avec le client de ce qu'il veut faire de son produit en fin de vie. Donc ça, c'est ce qu'on développe pour l'instant. Et enfin, le troisième projet dont je vous ai parlé en introduction, c'est la valorisation des déchets. Donc vous pouvez le voir ici. On a envie de pousser notre business model encore plus loin. Et quand on nettoie, forcément, on extrait de la crasse du tapis. Comme je vous l'ai dit, le tapis, ça agit vraiment comme un filtre. C'est important de le vider, même si de visuel, il paraît propre. Quand on l'aspire, on ouvre des yeux comme ça, on se dit « Oula, il y a tout ça dans mon tapis comme crasse ». 95%, c'est de la matière organique, des cheveux, des poils, des poussières. Et donc nous, en fait, on a envie de se dire « Mais ces cheveux, ces poils, ces poussières agglomérées grâce aux produits et à l'action de la machine, qu'est-ce qu'on peut en faire ?» On touche des millions de mètres carrés de moquettes par an. On a estimé entre 3 et 4 tonnes de déchets par an extraits des moquettes. Et de se dire « Mais comment on va plus loin dans la revalorisation de ces déchets, donc là de rentrer encore plus dans vraiment du circulaire aussi. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Capinov et de ID2Green pour réfléchir à une solution, amener de la recherche et développement pour quoi faire de ces déchets. On a quelques pistes sur des pollutions des océans, faire des agglomérats de construction, de l'isolation, des panneaux acoustiques, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment un matériau qui peut être adapté à ce genre de réutilisation. Donc ça, c'est en cours de recherche pour le moment.
Ensuite, ben voilà, je vais vous parler rapidement de qu'est-ce qu'on fait en plus. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'a pas la prétention d'être les meilleurs à ce niveau-là, mais ce sont des actions. Et on est aussi nous-mêmes challengés par nos clients, nos équipes, et finalement par les solutions qu'on met en place. De se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Non, qu'est-ce qu'on fait au quotidien avec notre bâtiment, avec nos fournisseurs, avec plein de choses. Et donc ça, c'est les réflexions qui sont en cours. Il y a des choses que vous verrez qui sont déjà mises en place et d'autres qui vont arriver. Donc aujourd'hui, ça, c'est la base aussi. On est présent partout en Belgique, sur l'ensemble du territoire, également en France et au Luxembourg. Et donc, on a une vraie volonté d'optimiser nos déplacements par rapport à où se trouvent les chantiers. Donc, on a nos chantiers récurrents dans lesquels on a nos carpet caring programmes que j'ai expliqués. Et à ça viennent s'ajouter ce qu'on appelle chez nous des one-shots. Donc, ce sont des clients qui n'ont pas un contrat régulier, mais qui disent « Ah tiens, j'aimerais bien que vous nettoyiez ma moquette en un coup ». Et donc, on optimise les plannings pour coller le plus possible les chantiers, éviter les déplacements. Amener les collaborateurs le plus près de nos chantiers, donc que les lieux de vie des collaborateurs soient près des chantiers. Donc on a démarré sur Bruxelles. On est en projet pour l'instant pour mettre une équipe sur la Flandre avec des collaborateurs qui ont envie d'apprendre le flamand, qui ont envie de s'installer à Anvers pour éviter de faire à chaque fois Bruxelles-Anvers parce que la majorité d'eux habitent à Bruxelles pour l'instant. Dès qu'on a un chantier qui est en dehors d'une zone définie, proche des lieux de vie, il y a un covoiturage systématique qui est organisé. Donc nos chefs d'équipe, nos conducteurs ont des camionnettes. On a à peu près 18 camionnettes sur la route. C'est systématiquement organisé, institué dans le planning et ils n'ont pas le choix de s'y tenir au rendez-vous. Et ils sont même, de toute façon, eux-mêmes demandeurs de ça. Et enfin, on a une politique RSE qui est active et dynamique, qu'on update régulièrement, notamment suite au diagnostic bas carbone que j'ai pu faire avec Capinov. On va pouvoir mettre des actions en place. On a 2 étudiants de l'UC Louvain qui viennent à partir de 2 janvier pour nous aider à formaliser certaines choses, à amener peut-être des nouvelles choses qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a maintenant des masters en sustainability et tout ce genre de choses, donc ils vont pouvoir nous aider à être up-to-date sur tout ça. Donc c'est vraiment une vraie volonté de continuer là-dessus. Et puis aussi un point qui me tient particulièrement à cœur, qui est peut-être moins lié à la circularité, mais qui fait partie plutôt de l'aspect social, c'est comment on traite nos équipes. Donc effectivement, on est dans le monde du nettoyage. On ne voit pas toujours des gens qui ont le sourire tous les jours dans le monde du nettoyage. Donc moi, c'est quelque chose qui me marque très fort. C'est vraiment d'avoir des équipes qui ont la pêche tous les matins, qui sont fiers de se lever, qui sont fiers d'expliquer le même message que je vous raconte aujourd'hui sur qu'est-ce qu'ils font au niveau du tapis. Donc pour ça, on a un management responsabilisant très proche. On a une politique humaine forte. On ne travaille qu'avec des composiliens qu'on forme nous-mêmes, qui ont un parcours de formation continu, qui ont un projet professionnel aussi qui est écrit, dont certains s'impliquent dans des projets, notamment liés à la gestion des déchets ou ce genre de choses. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. On est une entreprise familiale. Les 3 actionnaires, c'est 2 frères et moi qui est un ami des 2 frères. Et donc ces valeurs-là sont super importantes pour nous. Ça fait partie de cet ensemble. Et sans avoir les collaborateurs qui partagent notre philosophie de vie, il y a beaucoup d'actions qu'on ne saurait pas mettre en place. Et donc ça reste vraiment un point important dont je voulais vous parler aujourd'hui. Enfin, quelques actions sur le bâtiment de notre siège. Là, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que c'est un vieux bâtiment, mais on est en route. Donc on a des choses très simples, mais voilà, il faut quand même les mettre en place, comme un éclairage LED. Pas d'éclairage de nuit, pas d'éclairage des bureaux. On a une cogénération pour tout ce qui est l'électricité et le gaz. On n'a plus du tout de bouteilles en plastique. Donc on a une fontaine à eau, des bouteilles en verre pour quand on a des prestataires ou des clients qui viennent nous voir. Le café, bon moi j'en bois pas, mais mes collègues sont très friands. C'est un torréfacteur du coin qui vient, donc c'est avec une machine à grains. On n'a plus de Nespresso ou de Senso, ce genre de choses. Borne de rechargement pour les véhicules hybrides qu'on a aussi évidemment. Partage de nos espaces, ça c'est très important aussi. Ça fait partie aussi de peut-être moins construire des bâtiments ou chauffer d'autres endroits et de rassembler finalement sous un même toit plusieurs activités, parce que nos bâtiments sont pour l'instant un petit peu trop grands par rapport à notre activité. Et donc on a envie de développer ce qu'on appelle un Composil Hub, qui est de inviter des start-upers chez nous ou des gens qui sont peut-être un petit peu plus loin dans leur développement, qui commencent à se dire, bon là le garage de papa-maman, ça commence à être chaud pour mon activité, et puis ils sont tout doucement en train de me dire, il faut que je parte. Et nous, on a envie de les accueillir et de leur proposer un cadre de travail adapté avec des salles de réunion et surtout de leur faire partager tous nos assets. Donc, on a des gens qui s'occupent du RH, du management, du commercial, de la gestion d'entreprise et de pouvoir leur dire viens chez nous, on va pouvoir partager là-dessus plutôt que prendre tout de suite un consultant qui te coûte très cher pour savoir ce que tu dois faire pour recruter. Moi, j'ai déjà une collaboratrice qui s'occupe de ça et ça permet un enrichissement mutuel de projets et finalement de pouvoir maximiser le nombre d'activités sous un même toit pour lequel on met déjà de l'énergie en route.
Et vous le voyez là sur le totem, on a aujourd'hui une carrosserie qui est là, qui partage notre espace logistique, un carrossier indépendant qui est fan de voitures américaines et qui a installé son atelier là. Donc c'est ce genre de choses qu'on veut favoriser. Et puis on a aussi un espace vert dans lequel on fait du fauchage tardif. Voilà, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est un peu ce qu'on fait. Au niveau de nos fournisseurs aussi, ça c'est important, on a très peu de produits qui viennent de loin. Donc notre laboratoire principal, il est en Belgique et c'est avec lui qu'on développe la majorité de nos produits. Il nous livre à chaque fois en vrac par IBC de 1000 litres et on prend à chaque fois des camions complets. Ce qui nous permet de réutiliser nos bidons, parce que pour aller sur chantier, un bidon de 1000 litres c'est un peu compliqué. Donc on fait des bidons de 5 litres qu'on remplit nous-mêmes et on récupère à chaque fois les bidons. On les réétiquette correctement s'il faut, parce qu'il y a aussi un aspect légal sur l'étiquetage du bidon. Et donc on réutilise énormément nos produits. On utilise des masques, des gants réutilisables. Les vêtements d'entreprise sont en coton bio. Nos machines, on se fournit en Belgique ou en Italie, à Florence, pour nos machines principales de nettoyage. Et du coup, là, on a eu aussi une réflexion de se dire, ces machines-là, elles sont utilisées de façon intensive, donc il y a du SAV derrière, et on n'avait pas envie d'envoyer à chaque fois nos machines à Florence, parce que ça fait vraiment un sacré trajet. Il n'y avait pas des SAV à l'époque qui était possible ailleurs que là-bas. Donc on a un technicien qui adore bricoler, qui est touche à tout, et qui en fait peut aujourd'hui démonter une machine complètement et la remonter, refaire une machine neuve avec 2 machines anciennes. Et donc on commande aujourd'hui maximum 1 ou 2 fois par an un camion de consommables, parce qu'il y a des consommables, des brosses, ce genre de choses, et des pièces détachées, et on répare tout nous-mêmes dans l'atelier que vous voyez là. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? On a une politique paperless sur la facturation, les horaires des collaborateurs sont sur une application pour éviter d'imprimer du papier, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'anime beaucoup. Et on a aussi également un fournisseur de produits en Angleterre et en Autriche, mais qui nous fournissent des produits qu'on utilise moins, qui sont très spécifiques, où on fait maximum une commande par an vers ces pays-là. Donc ce n'est pas non plus des allers-retours du flux tendu constant vers des pays lointains. Au niveau de la flotte de véhicules, alors là, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis encore parfois un peu perdu, parce que le monde de l'automobile, on ne sait plus à quoi on doit rouler aujourd'hui, donc c'est difficile de faire des choix aussi. En tout cas, le parti pris qu'on a pris aujourd'hui, c'est de prendre des véhicules récents et entretenus, pour pas non plus avoir des véhicules polluants qui ont déjà 10 ans de route derrière eux. Tous les véhicules de direction sont eux plug-in hybrides. Et alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on fait une gestion en bon père de famille des véhicules. Donc, c'est-à-dire que nos véhicules ne reviennent jamais au HQ. Donc ça fait partie aussi des... Enfin, quand je dis jamais, ils viennent uniquement pour ravitailler ou s'ils ont un point de management avec nous ou quoi. Sinon, les collaborateurs les reprennent toujours à la maison pour limiter finalement un déplacement déjà d'une voiture personnelle vers le lieu de travail, puis je prends la voiture du travail et je vais au lieu où je dois nettoyer la moquette. Donc ils ont toujours leur véhicule avec eux et ils sont responsabilisés sur le bon entretien, la bonne tenue de ce véhicule. Donc de nouveau, ce management responsabilisant qui nous permet aussi d'avoir une flotte qui est bien entretenue, plutôt que de se dire chaque matin je change de voiture, donc entre guillemets je m'en fous un petit peu, c'est pas la mienne. Voilà, nous c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Demain, on a encore d'autres projets par rapport à cette flotte. Ce qui m'amène finalement à nos quelques projets d'avenir pour la suite. Alors il y en a plein, mais j'en ai pris quelques-uns. Donc on a envie de trouver une certification écologique qui fait sens pour nous. Alors aujourd'hui, on peut très vite tomber dans... Il y a des solutions qui existent sur de replanter des forêts ou compenser nos énergies par autre chose. On n'a pas encore trouvé ce qui faisait sens pour nous. Et donc là, on est en chemin. Donc on travaille sur les actions qu'on sait qu'on peut mener. Et puis ça amènera peut-être un jour, et notamment avec peut-être l'accompagnement de Capinov et ID2Green, à une certification qui fait sens, parce que je pense que c'est important de le concrétiser. Éventuellement vers une flotte neutre en carbone, si c'est ce qui répond aux enjeux. Ça, c'est très difficile à y répondre. Chaque nouveau projet aussi qu'on met en place doit avoir un impact environnemental positif. On est d'ailleurs en train de reconstituer un board de conseillers autour de nous, pour déjà nous challenger, nous, actionnaires dirigeants, mais aussi pour pouvoir vraiment amener cette dimension d'écologie autour de la table. Et on cherche notamment d'ailleurs pour notre board un expert en économie circulaire, vraiment New Business Green, etc., pour pouvoir être un peu notre point d'attention sur « les gars, ce projet, il est super ». Par contre, n'oubliez pas tout l'aspect écologique qui est derrière, parce que parfois on peut s'emballer dans un projet de développement et avoir tendance à l'oublier. Donc c'est une des manières de ne pas l'oublier. Optimiser notre bâtiment, meilleure isolation, panneaux solaires, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Participer à des échanges, des groupes d'entrepreneurs autour de l'économie circulaire. Voilà, je suis là aujourd'hui, mais envie d'aller encore plus loin parce que je pense qu'on peut nourrir et on peut surtout s'enrichir des échanges et des autres. Challenger nos fournisseurs et nos choix aussi, ça c'est pas toujours quelque chose de facile, mais au niveau des banques, voilà, j'ai noté l'exemple des Fairphone par exemple, quand on doit renouveler notre flotte, nos véhicules, nos consommables, il y a vraiment moyen d'aller loin dans les réflexions. C'est pas toujours faisable sur l'ensemble de ce qu'on fait, mais dès qu'on peut, on essaye de le faire, ce qui est d'ailleurs aussi notre mentalité dans le développement de nos produits pour le nettoyage. Aujourd'hui, le PLO bio qu'on utilise pour le nettoyage de moquette est quasiment neutre en pH et il est super fort dilué. Et dès qu'on l'a pu, dans les 30 ans de développement, tout ce qui est chimie remplaçable avec de la non-chimie, on le fait. Alors, ce n'est pas possible encore pour tout ou pour toutes les tâches, mais en tout cas, c'est la volonté. Projet d'espace vert partagé. On a un espace vert à l'arrière du bâtiment. On pourrait faire un potager pour les collaborateurs ou on pourrait faire des initiatives avec les entrepreneurs du zoning de Wavre, par exemple. Donc voilà, ce sont des projets qui sont en cours de développement. Une filière de récupération des palettes perdues aussi. Alors aujourd'hui, on a un collaborateur qui les reprend et qui les découpe et il se chauffe avec. Donc c'est déjà ça, mais il y a peut-être moyen d'aller plus loin, de peut-être les transformer en mobilier de jardin pour notre potager extérieur, ce genre de choses. Et encore plein de projets, évidemment, qu'on pourra développer. Mais voilà, un petit peu ce que je peux vous raconter aujourd'hui sur ce qu'on met en place chez Composil. Super, merci beaucoup Pierrick déjà pour cette présentation complète et pour revenir dans la logique de cet atelier, avec ta présentation complète on a vu que même une entreprise qui a priori on ne pourrait pas considérer comme au cœur de l'économie circulaire en disant on fait du nettoyage de tapis, en fait qu'il y a moyen d'en faire partout et la liste justement bien exhaustive des différentes actions qui sont faites au sein de l'entreprise montre qu'il y a effectivement moyen d'agir à tous les niveaux et maintenant le but va être justement, notamment avec Enrique et Romain, de prendre ces actions-là et de voir en fait à quoi elles correspondent de manière plus conceptuelle, si on veut dire, mais ça va rester très concret, vous inquiétez pas, pour évidemment prendre ces concepts-là et pouvoir éventuellement les transposer au sein des différentes entreprises qui sont les vôtres. Donc je laisse la parole à Enrique et Romain pour ceci. Je précise juste, s'il y a des petites questions, elles peuvent soit arriver maintenant, mais on prévoit aussi une séance de questions-réponses juste à la fin de l'atelier pour nos spectateurs. Merci beaucoup Thomas pour la transition et merci beaucoup Pierrick pour cette présentation qui était hyper enrichissante et comme a dit Thomas qui ratisse assez large finalement dans l'économie circulaire sur les différents axes qu'on peut aborder. Donc ce que j'aimerais faire maintenant, c'est parler un petit peu des concepts associés à l'économie circulaire, comme a dit Thomas, qui sont déjà explicités par Pierrick et qu'on va essayer de d'aborder de manière un peu plus structurée selon la définition wallonne de l'économie circulaire, qui scinde en fait l'économie circulaire en 4 grands axes de travail, 4 grands concepts, parce que l'économie circulaire, c'est difficile de la définir et de la synthétiser au travers d'une phrase, d'une accroche très, très synthétique. C'est plus facile de la représenter via des concepts, via des notions, des raisonnements. Et donc, on va, avec Enrique, ici aborder les 4 grands axes de l'économie circulaire selon la définition wallonne de la chose, qui reprend certains concepts de manière assez exhaustive malgré tout, en commençant par le premier axe qui est celui de la logistique inversée, qu'on doit entendre au sens d'une logistique optimisée, pas seulement inversée, mais vraiment d'une logistique vertueuse, réfléchie et raisonnable. On l'a très bien vu avec Pierrick, dans le cadre de Composil, c'est une logistique qui est réfléchie de manière très exhaustive, aussi bien au niveau de la mobilité des travailleurs que de la récupération des matériaux, des dalles, des bidons de remplissage, qui sont remplis pour les produits d'entretien. C'est une réflexion qui est globalisée dans l'entreprise. Évidemment, un exemple un petit peu phare de la logistique inversée que tout le monde connaît assez bien, c'est celui de la consigne. On sait que c'est parfois un petit peu difficile à mettre en place dans les entreprises, mais les débouchés positifs en termes d'impact environnemental sont quand même colossaux quand c'est mis en place de manière efficace. Mais on peut aussi penser en termes d'optimisation des trajets de retour. Donc c'est en fait tout simplement le principe d'éviter de retourner avec un véhicule qui est à vide lorsqu'on a déjà fait un déplacement pour par exemple apporter de la marchandise, apporter de la fourniture. On va éviter de rentrer à vide, on va profiter de ce déplacement de retour pour ramener quelque chose. C'est le cas par exemple de l'entreprise Saturn qui est pas spécialement active en Belgique mais dans d'autres pays européens. Mais je suis sûr qu'il y a des exemples analogues dans nos pays. Saturn qui vend l'électroménager, qui apporte par exemple un lave-linge chez le client
et qui va repartir avec son ancien lave-linge, qui soit est encore fonctionnel, auquel cas il sera revalorisé, soit n'est plus fonctionnel, auquel cas Saturn pourra l'apporter par exemple à la décharge à la place du client. C'est un déplacement qui aurait été fait par ailleurs par le client de toute façon. Saturn aurait eu un déplacement à vide de toute façon aussi, donc voilà, autant profiter de ce déplacement pour ramener le matériel, et en plus décharger le client d'une responsabilité et d'une action de ramener le matériel à la décharge par exemple. Donc voilà, cette logistique inversée, optimisée, dans le cadre de Composil, ça correspond typiquement au fait de récupérer les dalles qui sont en mauvais état ou qui doivent être remplacées ou réparées chez le client. Ça correspond aussi au fait d'éviter les trajets à vide en faisant du covoiturage, par exemple aussi, d'optimiser chaque trajet pour éviter les impacts superflus, et aussi de récupérer, ça c'est plus à l'échelle du fournisseur et des partenaires, la récupération des bidons vides pour qu'ils soient revalorisés par les fournisseurs. Un deuxième axe qui est très très riche et qui peut mener à beaucoup d'opportunités d'un point de vue aussi bien entrepreneurial que du point de vue de la durabilité, c'est l'axe des nouveaux modèles économiques. Il y a potentiellement une petite ambiguïté sémantique pour certains, parce qu'on peut considérer l'économie circulaire comme un modèle économique innovant en soi. Ici, selon cette définition wallonne de l'économie circulaire, on considère un axe qui est dédié à la réflexion sur le modèle économique de l'entreprise et comment le rendre plus vertueux. Donc ça peut par exemple en fait considérer la création de groupes d'entreprises, c'est le cas de ce qu'on appelle l'écologie industrielle, de groupements d'entreprises qui partagent un même territoire et qui vont en fait optimiser et mutualiser autant que possible leurs flux, leurs ressources matérielles. Donc on parle de produits, on parle de déchets, on parle de transport aussi. Donc essayer d'avoir un groupe d'acteurs qui est le plus auto-alimenté possible, le plus autosuffisant possible et aussi du coup le plus résilient, puisque la plupart des ressources, ou en tout cas une bonne partie des ressources nécessaires à l'activité de ces entreprises se trouvent sur le territoire, et on va avoir vraiment un écosystème d'acteurs qui vont mutualiser ces flux matériels, et je précise matériel parce qu'un autre axe des nouveaux modèles économiques, ça peut être l'économie collaborative. L'économie collaborative qui va en fait concerner, en ce sens, plutôt la mutualisation de ressources immatérielles. Ce qu'on appelle des ressources immatérielles. Ça peut paraître très abstrait pour certains, mais en fait c'est tout aussi important que les ressources matérielles. Ça correspond par exemple à du partage d'expériences, du partage de savoir-faire, du partage de compétences, des ressources humaines, du temps, d'une dynamique aussi. C'est ce genre de choses-là qui peuvent être mutualisées au travers de réseaux d'acteurs, ici qui ne partagent pas forcément le même territoire, puisque ces ressources ne dépendent pas de flux matériels. Et donc on peut imaginer un réseau d'acteurs complètement délocalisé, digitalisé, qui partagent en ce sens une vraie dynamique et des valeurs à partager, quoi. Maintenant, c'est vrai que quand on parle de nouveaux modèles économiques, le modèle économique un petit peu star de l'économie circulaire, c'est l'économie de la fonctionnalité, qui en fait vise à optimiser la valeur d'usage des produits et non plus le transfert de leur propriété. Donc on ne va plus avoir une réflexion autour de la vente de la propriété d'un produit ou d'un bien, mais vraiment de la vente de l'utilisation de ce produit ou de cette matière. Et un exemple qui est très souvent repris, c'est celui de Xerox, qui aujourd'hui, dans le cadre de certains contrats, ne vend plus des photocopieuses ou des imprimantes. Ils vendent un certain nombre de copies en fait, à l'entreprise. L'entreprise va avoir évidemment à sa disposition ses machines, ses imprimantes, ses photocopieuses, et Xerox en garde la propriété, ce qui implique que s'il y a besoin d'une réparation, d'un remplacement, d'un approvisionnement en papier ou autre potentiellement, Xerox s'en occupe et le client est complètement déchargé de ça. Ça implique aussi que Xerox a tout intérêt à ce que ces machines tiennent le plus longtemps possible, en allonger la durée de vie, puisque ce n'est pas dans leur intérêt de remplacer cette machine tous les 2 mois. Et l'économie de la fonctionnalité, en ce sens, c'est en fait vraiment un excellent outil pour lutter contre l'obsolescence programmée, de manière générale, mais aussi pour créer des relations plus vertueuses et innovantes avec les clients, avec les consommateurs. Et dans le cadre de ce que tu expliquais, Pierrick, dans le cadre de Composil, c'est typiquement le fait que, voilà, c'est le circular carpet lease, c'est le fait de pouvoir proposer une formule, en l'occurrence de leasing, mais où l'intérêt n'est pas la propriété de la surface textile, c'est son entretien, c'est son utilisation, c'est le fait que tout ce qui soit lié à cette surface textile soit la plus favorable possible pour le client et pour le consommateur. Et même pour aller encore plus loin, c'est le passage de Composil au serviciel, et de plus vendre en fait pas des simples produits d'entretien, mais en tout cas des produits d'entretien, et de vendre vraiment un service complet qui répond aux attentes du client, voire plus. Et donc vraiment l'économie de la fonctionnalité en ce sens, c'est vraiment un outil très puissant.
J'ai parlé donc plusieurs fois de ressources immatérielles et matérielles, en évoquant le fait que les immatérielles sont relativement abstraites encore aujourd'hui et pas mal survolées. Et c'est important de faire une petite parenthèse là-dessus, selon moi, dans le cadre de cette présentation des différents axes de l'économie circulaire, pour montrer que ces ressources immatérielles sont extrêmement importantes aussi, et que les notions de compétences, de savoir-faire et aussi de collaboration, c'est des choses qui sont très importantes dans le cadre de mise en place de projets durables et circulaires. C'est toujours hyper intéressant d'analyser quelles sont les ressources à notre disposition, y compris les ressources immatérielles. Je vais peut-être passer par un petit exemple pour expliciter ça. Je vais prendre l'exemple de Biodiversity, qui était un projet fondé par quelques doctorants en biologie, si je ne me trompe pas, je crois que c'est en biologie, ou en tout cas des bioingénieurs, ou en tout cas des scientifiques, qui avaient pour projet, ou pour mission en tout cas, de protéger et de pérenniser la biodiversité dans leur région. Et ils se sont dit, en fait, on va mettre en place des ruches et faire du miel, parce que les abeilles permettent de pérenniser les populations végétales en butinant, ça permet de développer la biodiversité végétale. Donc ils ont mis en place ces ruches et ils se sont aperçus assez rapidement, de par leur savoir-faire et leurs compétences scientifiques, ils se sont aperçus rapidement que les abeilles vivaient assez mal cette exploitation des ruches pour faire du miel et que les populations d'abeilles ne se développaient pas aussi bien que ce qu'ils espéraient. Ils ne répondaient donc pas à leur mission de protection de la biodiversité et ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils ont en fait en leur possession, comme atout, pour répondre à cette mission. Et ils ont en fait aussi fait le constat que dans ces ruches se trouvait tout un tas d'informations génétiques rapportées par les abeilles, qui butinent évidemment dans les champs voisins, qui ramènent des informations sur les plantes qu'elles ont butinées. Et dans cette ruche, en extrayant ces informations génétiques végétales, on peut savoir comment se porte la biodiversité environnante en fait. On peut savoir ce qu'il y a comme plantes au fil du temps, etc. Et Biodiversity sait comment exploiter ces données-là et les analyser, et en fait les a vendues aux industriels, aux scientifiques, aux agriculteurs pour avoir un suivi en fait, de cette biodiversité environnante. Et ils répondent de fait à leur mission de protection de la biodiversité en ayant analysé leurs ressources immatérielles qui sont d'une part ces informations génétiques qui ne sont pas tangibles, ce n'est pas un flux, un produit qu'on peut vraiment quantifier ou toucher, mais c'est présent dans ces ruches. Et d'autre part, les informations, leur capacité à analyser ces informations, qui sont un savoir-faire, une compétence très spécifique liée à leur background. Et donc, de ce constat-là, ils ont pivoté en répondant aujourd'hui à leur mission. Je ne sais pas si tu veux en profiter peut-être pour... Je vois qu'une personne demande à quel moment est-ce qu'on envisage de parler des objectifs de développement durable, parce que c'est un point qui intéresse. Est-ce qu'on ferait un petit aparté au milieu des axes pour traiter un petit peu cette thématique-là? On peut faire dans la foulée de la mission. Dans la foulée de la mission, je vais terminer ce point-ci et on va aborder cette thématique-là qui est évidemment hyper intéressante et importante à aborder. Donc juste pour terminer sur ce point-là, ce que révèle aussi le cas de Biodiversity, c'est l'importance de la mission de l'entreprise. Et ça, Pierrick aussi l'a très bien expliqué, c'est comment s'approprier un projet et en faire un projet qui répond à une mission qui va au-delà de la proposition de valeur ou du core business en fait. C'est vraiment comment on peut intégrer des valeurs, une raison d'être à un projet. Et en fait, ce qu'on entend ici par mission, qui est un terme un petit peu valise, que souvent on utilise au même titre que la vision ou autre, ici on entend vraiment le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi ce projet? Quel est mon objectif final? Que ce soit un objectif éthique, sociétal, durable ou un objectif technique ou même mercantile, c'est toujours bien d'avoir identifié cet objectif-là et l'avoir synthétisé en une petite phrase qu'on a à l'arrière de la tête pour savoir en fait à tout moment en fait, si on est dans la bonne direction, si on fait ce qui doit être fait. Ça implique un travail de réflexion sur soi-même qui peut être important et intéressant, et parfois très difficile. Par exemple, quand on travaille avec des associés ou avec une équipe qui ne partage pas forcément les mêmes valeurs, c'est intéressant de faire ce travail-là pour savoir quelles sont les connivences et où est-ce qu'il y a des recouvrements. Et c'est surtout fondamental pour savoir vers quoi on s'oriente par après. Donc effectivement, c'est un outil décisionnel. À tout moment d'une prise de décision un petit peu importante, on doit pouvoir se demander est-ce que je réponds à ma mission, est-ce que je ne vais pas dans l'autre sens en fait en faisant ça, par exemple en choisissant tel partenaire, tel flux, telle direction du business model. C'est aussi un outil stratégique à beaucoup d'égards. Donc, si on prend par exemple la loi de la diffusion de l'innovation, qui soutient qu'en fait le marché est perforé par l'innovation, après on dit environ 15% d'adhésion par le marché, en fait ces premiers 15%, en grande partie représentés par les early adopters, les premiers adoptants, en fait ils sont guidés par une mission à laquelle ils croient.
Ils sont guidés par des valeurs, des objectifs qui doivent être idéalement les plus clairs possibles de la part de l'entreprise pour embarquer justement le marché et aussi l'équipe et les partenaires dans cette démarche de la manière la plus vertueuse et efficace possible. Et on peut aussi imaginer, plutôt que de parler de perforation du marché, de certains cas de figure où la mission a été identifiée de manière un petit peu tardive, ou en tout cas révélée de manière un petit peu tardive. On pense à Patagonia, qui ont identifié leur mission comme étant de permettre aux gens d'explorer les zones sauvages et de profiter de ces zones sauvages du mieux possible, en leur vendant notamment du matériel et des équipements. Et ils ont fait le constat en fait que si ces zones sauvages n'existent plus, leur mission tombe à l'eau et n'a plus lieu d'être. Donc c'était aussi une responsabilité qu'ils avaient de permettre la protection de ces zones sauvages. Et ils ont commencé ces campagnes qu'on connaît, donc par exemple Don't Buy This Jacket, qui est un exemple de cette campagne où en fait ils incitaient les gens à ne pas surconsommer. Et via cette campagne qui est assez paradoxale, ils ont de manière un petit peu ironique vendu plus de produits aussi. Et ils n'ont pas spécialement non plus eu un impact négatif comme ils le soutiennent dans cette campagne-là, parce que déjà une partie des ventes a servi à financer des projets permettant de protéger la biodiversité et les zones sauvages. Mais en plus, ils ont mis tout un tas d'initiatives et de communication en place pour favoriser la deuxième main, la récupération, etc. de leurs produits. Donc qui répondent de fait quand même un petit peu à leur mission, malgré cette consommation plus importante. Voilà, donc pour conclure rapidement sur cette notion de mission et de comment traduire ça en piste d'action. Et là, je pense que ce sera intéressant de faire le lien sur les objectifs de développement durable. En fait, ça peut paraître très dantesque d'aborder des questions de durabilité quand on connaît les enjeux en cours, et aussi quand on a identifié une mission qui peut être, par exemple, réduire les déchets dans l'agroalimentaire, ou qui peut être permettre aux travailleurs d'avoir des conditions de travail plus vertueuses, etc. Ça peut paraître très très dantesque de manière générale. Donc en fait, tout simplement, il faut commencer petit, mais ambitieux, se fixer des steps bien identifiés et avancer brique par brique vers cet objectif, et toujours s'assurer qu'on va vers cet objectif et pas dans l'autre sens. Faire preuve de créativité et d'imagination, ça on le dira jamais assez. Sur 10 idées farfelues, s'il y en a une de bonne, c'est bingo, c'est tout ce qu'il faut. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer, de faire preuve d'imagination. Et le marché aime bien la créativité aussi, donc il ne faut pas négliger ça non plus. En collaborant avec des personnes qui ont soit plus d'expérience, soit qui ont des expériences différentes, des parcours différents, des valeurs différentes aussi, c'est toujours enrichissant. Et aussi peut-être en collaborant avec des secteurs différents. Ça rend les synergies d'autant plus riches et d'autant plus constructives, parce que les propositions ne sont pas les mêmes. Et enfin, ça on ne le dira jamais aussi, c'est très tentant de commencer directement un plan d'action en essayant de directement faire quelque chose de très positif et d'innovant, alors que parfois, balayer devant sa porte, c'est le premier step logique, et de savoir ce qu'on fait mal et comment le faire mieux, c'est déjà une manière d'améliorer son impact environnemental de manière générale, et de mettre en place un plan d'action économie circulaire, c'est de combler ces lacunes et ces failles. Par rapport aux objectifs de développement durable, c'est ça, là on peut faire le lien classique traditionnel, donc les objectifs de développement durable qui ont été créés par l'ONU en 2015, finalement apportent une solution à cette mission. En tout cas, cette mission axée et orientée développement durable. Dans un premier temps, elle n'était pas forcément à destination du monde entrepreneurial, du monde industriel. Aujourd'hui, elle l'est de plus en plus. Et donc, utiliser l'ODD pour favoriser sa mission, pour identifier sa mission, en tout cas en termes de développement durable, à nouveau, dans cette approche éthique, en tout cas, peut être très important. Donc aujourd'hui, les ODD sont au nombre de 17 et couvrent en fait un spectre tellement large, couvrent vraiment toutes les notions du développement durable et partent d'un objectif de fin zéro dans le monde à un objectif d'éducation, à une limitation des inégalités humaines, entre hommes et femmes ou quelle que soit l'inégalité, mais aussi à des objectifs beaucoup plus environnementaux, liés notamment au maintien de la biodiversité, au maintien d'un niveau de vie aquatique soutenu, etc. Donc voilà, les ODD en fait, permettent à toute entreprise de se raccrocher à une priorité qui doit être considérée vraiment comme un objectif et non pas comme un moyen, mais donc à une priorité qui est liée à sa mission.
Et c'est très important de considérer l'ODD comme un objectif, hein, vraiment tel qu'il est présenté, et non pas comme un moyen. Ce qui est souvent l'ambiguïté, en tout cas dans l'utilisation de cet outil. Voilà, c'est la réelle valeur ajoutée de cet ODD. À savoir que donc d'une part, ça permet d'affiner la mission et de l'identifier. Ça reste aussi aujourd'hui un outil marketing et de communication, hein, néanmoins qui n'est pas négligeable, qui n'est pas l'objectif premier certes, mais qui n'est néanmoins pas négligeable. Et donc pareil, le choix d'un ODD ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, hein. Le choix de l'ODD doit se raccrocher à une valeur propre, à une identification propre de ce que l'entreprise veut atteindre et doit être utilisé, au même titre que la mission, comme un outil décisionnel. C'est-à-dire que chaque prise de décision faite en entreprise devra, hein, donc tu parlais, hein, Pierrick, notamment de cette volonté d'intégrer dans le board un expert économie circulaire. Typiquement, ça pourrait être un expert ODD qui lui maintiendra cette ODD dans votre board et dira cette action-là, ok, mais attention, on ne répond pas à notre ODD, qui est le 3, qui est le 2, qui est le 8. Voilà, c'est vraiment cet objectif-là. Ce sera un argument en plus dans le choix décisionnel de l'entreprise. Mais on pourra en rediscuter à l'occasion. Ouais. Avec plaisir. Je vais peut-être répondre à la manette. Oui, bien sûr. Merci. Je t'en prie. Et donc on va enchaîner. Je vais continuer un peu, hein, le tour présenté par Romain pour finir un peu la boucle, faire le lien entre ce que tu présentais, Pierrick, et les autres axes, les axes restants de l'économie circulaire. Donc on passe donc à l'axe conception et production circulaire. On est sur ce qui est communément appelé de l'éco-conception. Peut-être à tort, parfois, puisque la conception et la production circulaire voient beaucoup plus large que l'éco-conception, hein. Mais néanmoins, c'est comme ça qu'on peut un peu le résumer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le résume dans la foulée aussi. Pour cet axe, il y a une forte notion donc, hein, du cycle de vie. Tu présentais donc dans ton case, notamment un axe, ton slide fourniture, qui identifie différents postes pour lesquels, certes, tu parles de ta matière première, en tout cas tu parles de tes produits, du choix de tes produits, hein, de ta matière avec une tendance en tout cas la moins chimique possible. Typiquement, ça c'est une action qui rentre dans cet axe d'éco-conception. Donc c'est une façon de penser ton produit, penser en tout cas la matière qui rentre dans ton process, c'est de le penser de façon durable. Mais tu évoquais aussi, hein, et donc c'est là qu'il ne faut pas se limiter à l'éco-conception, à la simple matière première. Tu parlais aussi d'un choix de localiser au maximum en Belgique ou en tout cas en Europe tes fournitures, quelles qu'elles soient, consommables ou autres. Typiquement, c'est un des critères aussi qui est à considérer dans cet axe conception et production circulaire. Donc voilà, je ne vais pas refaire la boucle entière, mais en fait, chaque étape de cette production, de la conception, a un coût économique, certes, un coût monétaire, mais aussi un coût environnemental. Et donc, penser à la distribution, notamment par une relocalisation, penser à la matière première, penser à l'extraction, eh bien, ça, ce sont tous des échelons qui permettent d'avancer dans la réflexion de la conception circulaire. L'idée étant d'au maximum optimiser l'usage des ressources. Hein, voilà, très bêtement. Donc, en fait, je vais illustrer par un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, voilà, le travail qui est réalisé ici par GreenCan, c'est sur le packaging notamment. Donc on est sur une approche packaging qui est sur un choix des matériaux propres, en tout cas,
dans l'identité par rapport aux produits proposés, qui optimise un peu l'usage de ressources. Un autre exemple qui est connu, vraiment connu de tous, bien, c'est ce fameux stylo Bic de la marque Bic, qui est le plus basique qu'on puisse trouver sur le marché. Mais pourtant, il fait le job. Et en fait, Bic a réinventé un peu son modèle en l'affinant, en limitant la matière et la quantité de matière. Donc là, on ne joue pas sur le choix du matériau, mais on joue sur la quantité, sur le nombre de matières qu'on va utiliser pour une unité. On est dans l'optimisation de l'usage des ressources. Je reprends l'exemple que Romain venait d'évoquer, de Patagonia. L'idée ici d'optimiser l'usage de la ressource, c'est aussi de se dire, en fait, acheter ce qui est sous-entendu en tout cas derrière n'achetez pas ce manteau, c'est achetez-le si vous en avez l'utilité. Vraiment, achetez-le si votre objectif, c'est le même que le nôtre, à savoir aller explorer des zones sauvages. Voilà, ça c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière. Donc on est aussi sur un message qui est là de l'ordre beaucoup plus commercial et marketing, mais qui a pour objectif finalement de néanmoins optimiser l'usage des ressources. Le choix du vrac, notamment, ça rentre aussi dans l'optimisation de l'usage des ressources, des capsules réutilisables, enfin en tout cas recyclables ou autres. Ça reste en tout cas des choix. Alors, on adhère ou pas. Il y a des choix peut-être plus discutables que d'autres, mais l'idée étant vraiment de faire balayer, d'ouvrir un peu l'esprit à chacun et de se dire, OK, c'est quoi penser optimisation de l'usage, optimisation des ressources, c'est quoi ? On ne parle pas juste de remplacer cette bouteille d'eau par une bouteille de verre. Voilà, il y a autre chose derrière dans la réflexion. Le format aussi. Le format et le packaging a aussi son importance dans le choix. Et c'est aussi là que peut être considérée l'utilisation énergétique, l'utilisation d'une part rationnelle de l'énergie, mais aussi la production d'une une énergie durable. C'est un mode de production. On est dans la conception, dans la production, mais avec d'autres approches. Cet axe, en fait, se retrouve un peu partout dans votre business model, puisqu'il intègre tant le choix des partenaires, puisque le partenaire avec lesquels on va travailler va avoir un impact aussi de par la localisation, mais aussi de par leur proposition de valeur, et évidemment le choix des ressources, et du coup sur les coûts. Voilà, je ne vais pas faire le tour, mais on constate que cet axe, en fait, concerne l'ensemble des cases de votre business model. Et ça rejoint naturellement l'idée de la transversalité de l'éco-conception et en tout cas de la conception circulaire. Dernier axe, en fait, dernier axe qui est celui qui n'a pas encore été évoqué aujourd'hui, qui est un axe que vous appliquez aussi, vous ne le savez peut-être pas, puisqu'effectivement, c'est souvent là le case, c'est que l'objectif, justement, aujourd'hui, c'est de pouvoir structurer des idées concrètes qui sont vraiment mises en place. Tu présentais notamment ton Composite Hub, où vous intégrez en votre sein un acteur, un carrossier, si je ne me trompe pas, un carrossier indépendant, pour ensemble mutualiser l'utilisation de la logistique, du centre logistique. Du centre logistique, tout à fait. Du site logistique. Typiquement, on est dans un cas de symbiose. On est dans un cas de symbiose où, en fait, qu'est-ce qui s'est présenté initialement ? Pourquoi vous avez pris cette initiative ? Bien, alors ok, vous vouliez peut-être aider un plus petit acteur, mais vous aviez aussi un espace potentiellement à mettre à disposition. Là où cet indépendant avait un besoin d'espace. On est dans de la mutualisation en one-to-one. C'est ce qui différencie peut-être un peu la symbiose de l'écologie industrielle que présentait Romain dans les nouveaux modèles économiques. On est vraiment sur du one-to-one. L'idée étant ce qu'on utilise souvent pour illustrer la symbiose, c'est le déchet des uns, peut-être une ressource pour l'autre. Typiquement, c'est ça. En l'occurrence, votre déchet, c'était un espace.
et un espace qui n'est pas utilisé, finalement, ça a la même valeur qu'un déchet, puisqu'il n'est pas valorisé de son plein. Dans notre cas, si je peux me permettre, ça va même encore plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, Alex, donc, qui est le carrossier, va faire l'entretien de nos véhicules, qui sont quand même déjà sur place. Exactement. Donc c'est des choses qu'on met en place au fur et à mesure, qui n'étaient pas spécialement la volonté initiale, mais ça se crée, quoi. C'est dans l'optimisation des ressources. Et là, on va plus loin que les ressources matériel, bon, si on considère l'espace comme matériel. Tu parlais aussi de la mise à disposition de vos RH, de vos compétences RH, de vos compétences administratives, comptables peut-être, au profit de cet acteur. On est vraiment dans une optimisation. Les besoins finalement sont les mêmes, les postes sont les mêmes. Si votre RH est occupé à 90% de son temps, autant l'optimiser à 100% en mettant à disposition un acteur qui n'a besoin, lui, que de 10%. Bien sûr, ça valorise en plus les collaborateurs qui se sentent utiles à aider d'autres. Et donc, dans l'épanouissement au quotidien, c'est win-win. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, typiquement, on est dans le cas de la symbiose. On peut prendre un autre exemple. Tu parlais de l'extraction de la matière organique, enfin matière organique, en tout cas des déchets issus des tapis, dans 5% de matière organique notamment. Vous êtes aujourd'hui à la recherche d'un partenaire. Tout à fait. Ce partenaire, typiquement, si on fait le lien avec la phrase que j'ai utilisée, votre déchet, aujourd'hui votre déchet c'est quoi ? C'est cette matière finalement que vous allez récupérer. À qui peut être utile ? Qui peut l'utiliser, qui peut l'employer pour lui donner une valeur économique et qui répond à un besoin du marché. Tu parlais de la dépollution océanique, tu parlais de... Voilà, effectivement, il y a pas mal de pistes. Tout ça doit être valorisé. Tout ça, voilà, il y a pas mal d'analyses de faisabilité à faire, à réaliser derrière. Mais typiquement, on est encore dans un cas de symbiose industrielle. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine de rentrer plus dans le détail ? Mais effectivement, on constate que là, on a une réduction des impacts environnementaux. Donc ton déchet, plutôt que partir à la poubelle, on va peut-être lui donner une valeur économique. Dans le cas de l'échange, de l'échange de compétences avec votre carrossier, c'est vrai, il ne fait pas de déplacement. Il ne fait pas de déplacement pour entretenir vos véhicules. Vous ne faites pas de déplacement pour entretenir vos véhicules. C'est un coût économique. Avec le coût de l'essence aujourd'hui, mais aussi environnemental, clairement. Ça renforce le partenariat, tu le disais toi-même, ça évolue avec le temps, et finalement il y a une certaine confiance qui se crée et qui permet de développer d'autres projets avec une certaine valeur économique pour chacun. Ça renforce la résilience aussi, dans la mesure où cet acteur qui lui, a peut-être besoin, en tant que petit acteur, besoin de flexibilité. Il n'a peut-être pas besoin de votre RH tout le temps, mais peut-être qu'il va l'activer une fois par-ci par-là. Ça lui permet d'être plus flexible par rapport à un marché, par rapport à une conjoncture, par rapport à une situation, à un contexte qui peut être comme celui-ci, comme celui qu'on vit actuellement. Et finalement, avantage environnemental, avantage économique. On parlait des déplacements, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un avantage économique. Et pour cet acteur et pour vous, puisque cet acteur, à nouveau, il va peut-être solliciter et être flexible en utilisant vos RH ponctuellement, mais il va aussi payer peut-être moins cette RH parce qu'il l'utilise vraiment en optimisant la ressource. Bien sûr. Voilà, donc là, on a un peu fait le tour de la question des symbioses. Je vais maintenant laisser la parole à Thomas, qui va faire la connexion, expliquer comment on peut aller creuser un peu ces pistes par rapport à ça. Magnifique, merci beaucoup. Oui, parce qu'effectivement, là, on a appris beaucoup sur Composil. On a eu une série d'exemples liés à des secteurs particuliers, mais j'imagine que ce serait une grosse coïncidence que nos spectateurs travaillent exclusivement dans ces domaines-là. Donc, il peut y avoir des fois la difficulté de savoir, ok, chouette, j'ai toutes ces actions, je vois qu'il y a des entreprises qui sont vertueuses, je vois qu'il y a différentes actions qui peuvent être mises en place, mais dans mon secteur, en fait, je fais comment concrètement au quotidien alors que j'ai déjà toutes mes tâches à gérer. Et donc, en gros, comment sortir de juste l'envie de vouloir faire quelque chose de bien dans le domaine environnemental ou en lien avec les ODD, par exemple. Et dans ce cadre-là, il y a des outils qui ont été mis en place, notamment le diagnostic bas carbone dont je vais vous parler maintenant. Que je ne sais pas si on voit encore le... Ah, merci, magnifique.
Et en fait, ce qui vient à la base d'une volonté des pouvoirs publics européens qui sont après traduits au niveau régional wallon, notamment dans le cadre de la stratégie économie circulaire wallonne, donc Circulaire Wallonia. Et il y a un réseau qui a été tissé, donc le réseau des référents bas carbone, qu'on a vu sur la petite carte précédemment, dont font notamment partie Capinov et UCM. Et là, on a ces référents, donc nous trois, et évidemment pour l'histoire, rappeler le fait que Composil a bénéficié de ce diagnostic-là, on pourra peut-être en parler juste après. Et donc on a ces référents bas carbone qui vont se rendre au sein des entreprises et qui vont collecter toute une série d'informations, de voir comment ça se passe au niveau de l'entreprise, au niveau des infrastructures, au niveau des processus, et on va essayer de couvrir un spectre très large. Ça peut parler des thématiques énergétiques, que ce soit en lien avec les choses qui soient à faire au niveau de l'isolation, au niveau de l'énergie renouvelable, toutes ces thématiques-là. Tu parlais tout à l'heure au niveau de la consommation d'eau dans le secteur du nettoyage de tapis, c'est aussi des choses qu'on va regarder dans le cadre de ces diagnostics-là. Évidemment, les différents axes d'éco-conception, d'économie fonctionnalité, etc. vont être réfléchis avec l'entreprise. On va essayer de voir un ensemble de différentes pistes d'action qui pourraient être réalisées par la suite. Et donc, ça va donner véritablement un plan d'action à l'entreprise à la fin qui va se retrouver avec ce plan d'action, des actions très rapidement réalisables au sein de l'entreprise, qu'on va appeler des quick wins, où il suffit de changements mineurs pour directement voir les avantages, jusqu'à véritablement une volonté de changer de modèle, par exemple, de passer à la vente d'un produit à un système de service, si on parle d'économie de la fonctionnalité, qui est souvent un des exemples les plus parlants, ou l'éco-conception, ou, je ne sais pas, par exemple, une menuiserie va pouvoir réfléchir dès la conception de ses meubles à la réutilisation des meubles en fin de vie, en évitant certaines colles ou enduits qui, après, empêcheraient la réutilisation des bois, etc. Donc, comment ça se passe concrètement ? Le référent, il va se rendre dans l'entreprise, il va donc discuter, il va rédiger ce plan d'action après. Et un aspect qui n'est pas négligeable également est... évidemment, l'aide du référent à l'entreprise pour essayer de s'y retrouver dans cet écosystème circulaire wallon qui a l'air parfois nébuleux, comme en général tous les écosystèmes quand il s'agit de primes et de telle institution qui est appelée, etc. Là, le référent va être avec l'entreprise pour référencer, par exemple, des pistes de financement, des soutiens à l'investissement ou des pistes de financement ou des subsides, notamment la plateforme des chèques entreprises dont il existe toute une liste et qui peuvent souvent être associés à des pistes d'action qui sont référencées dans le diagnostic, et également le financement Easy Green, et c'est l'occasion de mentionner la Sowalfin qui coordonne ce réseau-là et qui gère aussi ce financement Easy Green, et donc le référent va pouvoir accompagner dans ces démarches justement, et pour permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc encore une fois, c'est vraiment toute la démarche d'arriver à vous prouver, à montrer que, en fait, peu importe le type de secteur, et on le voit avec Composil, il y a moyen de faire énormément de choses, parce qu'il y a souvent des gens qui considèrent que dans leur secteur, de toute façon, il n'y a pas moyen. C'est justement le but d'amener un regard extérieur, parce que les référents vont d'entreprise en entreprise, qui sont à chaque fois dans des secteurs différents, et commence à avoir l'habitude évidemment de voir certaines pistes qui peuvent être faisables, alors que l'entrepreneur lui-même va être évidemment plus dans son core business, avec déjà un certain nombre de tâches à effectuer, et va peut-être pas avoir le recul ou la connaissance simplement, mais c'est bien normal, il est expert dans son secteur, et pas nécessairement sur toutes les thématiques environnementales, de pouvoir repérer une question ou l'autre. Pour rendre ça peut-être plus concret, je ne sais pas Pierrick, si tu pouvais nous raconter ton expérience du diagnostic, comment ça s'est passé avec Enrique et Romain, et éventuellement les actions qui auraient débouché. Je peux en parler. Alors déjà, la première étape, ça a été de les trouver, parce que forcément, quand on a une idée et qui est effectivement pas moi ma spécialité directement, c'est de se dire comment on concrétise ça, vers qui on va. Tu as parlé de tout ce qui est prime, etc. C'est parfois un des premiers réflexes qu'on a, et puis après on se dit ça a l'air complexe. Et donc en chipotant, en cherchant un petit peu, je suis tombé sur Capinov et sur Romain Enrique. Et donc tout simplement après un premier échange pour valider des hypothèses d'intérêt commun de réaliser ce bas carbone, pendant une bonne après-midi,
avec Romain, j'ai passé mon temps à lui expliquer ce qu'on met en place, ce qu'on fait, un petit peu ce que je vous ai raconté juste avant, mais plutôt sur place, en holocan aussi, pour lui montrer concrètement la réalité du terrain, en tout cas au niveau du HQ, parce que sur le terrain, chez les clients, c'est un peu plus compliqué. Et donc, sur base de ça, il y a toute une liste de choses qui ont été prises par Capinov pour réaliser ce diagnostic bas carbone, qui va arriver. Je ne l'ai pas encore à 100%, mais j'ai déjà eu des échanges avec Romain et sur 3 thématiques qui ressortent, qu'on pourra travailler et qui sont notamment la valorisation des déchets, le bâtiment et un petit peu tout ce qui est autour du circular carpet lease, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Et donc j'ai hâte de recevoir le rapport et surtout de commencer un accompagnement sur ces différentes étapes que je vois aussi comme un soutien au niveau de l'aide, mais aussi un challenger de potentiel deadline et de gros cailloux dans l'agenda, de dire ok, j'ai rendez-vous là, donc je sais que le projet va avancer. Et donc en tout cas c'est comme ça que je l'imagine et que j'ai l'impression qu'on va avancer. Et puis ça amène aussi, c'était un des points que j'avais mis dans la présentation, à vouloir partager ces expériences, ce réseau, tout en n'ayant pas la prétention d'être les meilleurs, loin de là, mais de vouloir apporter sa pierre à l'édifice et de s'enrichir, et d'où aussi ma présence aujourd'hui. Donc on voit que ça porte ses fruits. Donc voilà comment ça a démarré. Ok, magnifique. Et tu fais bien de préciser de parler d'éventuel accompagnement parce que Romain et Enrique seront aussi là après le diagnostic pour accompagner dans la mise en œuvre de ces pistes d'action-là, comme les autres référents des autres opérateurs le sont et comme je pourrais l'être pour UCM, mais c'est du début à la fin. Donc dès la prise de contact, le but est vraiment de suivre le plus loin possible l'entreprise, même au-delà de ce simple diagnostic, parce que ce serait quand même dommage que ces diagnostics, il y a eu un premier pas, le diagnostic est fait, le plan d'action est là, mais qui reste dans un tiroir. Donc ce serait quand même quelque chose de dommageable pour tout le monde. Donc en soi, on essaie aussi d'accompagner l'entreprise jusqu'à la mise en œuvre et la réalisation. Après, il y a certaines choses qui seront, si on parle de changement de business model total, là oui, c'est peut-être ambitieux pour une entreprise maintenant. Il y a d'autres choses, des fois, à gérer de manière plus immédiate. On parle de crise sanitaire maintenant, etc. Mais au moins, pour ces aspects-là, l'entreprise aura en tête qu'il y a des chemins à prendre, qu'il y a ces idées-là. Si à un moment, elle se pose certaines questions, etc., ou la situation économique s'y prête, de pouvoir, ah oui, tiens, on m'avait parlé de ça il y a quelques mois, etc. Et je sais que les références sont toujours disponibles pour ça. Donc effectivement, c'est important aussi à garder en tête. Un des avantages que je voyais aussi, c'est la mise en réseau. Typiquement, on en a parlé, tu en as parlé, moi j'ai des déchets. Après, vas-y, trouver un partenaire, c'est pas si simple. Et de nouveau, quand c'est pas dans notre core business ou dans nos portefeuilles clients habituels ou nos relations qu'on a, c'est super enrichissant de pouvoir être accompagné là-dessus et du coup aussi de pouvoir aider quelque part. Pour moi, ça fait partie aussi de notre mission sociale, de pouvoir, tout comme on le fait avec notre hub, de pouvoir aider d'une manière ou d'une autre d'autres qui auraient peut-être envie de venir dans le hub de par le réseau ou de mettre d'autres actions en place. Donc voilà, c'est le win-win complètement. Si je peux rebondir justement sur ce que disait Pierrick par rapport à ce diagnostic en particulier qui était très intéressant, parce que ça traduit bien qu'en fait, dans le cadre de la réalisation du diagnostic, certaines entreprises viennent nous voir avec un projet très spécifique et une bonne connaissance de ce qu'elle fait bien, ce qu'elle fait moins bien. Pierrick est venu dans cette démarche de revalorisation des déchets collectés dans les tapis, qu'on va évidemment intégrer au diagnostic et essayer de mettre en place. Et par ailleurs, il y a des points d'attention qui sont soulevés lors du diagnostic, par exemple liés au bâtiment, dans ce cas-ci, qui sont véritablement de l'identification d'opportunités qui n'étaient peut-être pas là avant. Donc ça peut vraiment être aussi, le diagnostic, un moyen de mettre en place des projets existants qui sont peut-être un petit peu complexes ou de savoir quelles sont les opportunités qui n'ont pas été identifiées jusqu'alors. Donc c'est vraiment, la démarche peut être assez flexible, en tout cas du point de vue de l'entreprise, pour réaliser ce diagnostic. Magnifique. Et alors, pour un peu limiter le côté humble que tu as, oui. Alors certes, vous n'êtes pas parfait, mais personne ne l'est. Clairement, ce qui est important dans votre cas, c'est qu'il y a une dynamique. Il y a une dynamique, il y a vraiment quelque chose Ok, il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition, il y a une volonté, il y a un suivi. Donc au niveau de la gouvernance aussi, ça a son importance. Vous avez un soutien, vous avez un support, et donc vous donnez le support.
Et ça a toute son importance. Bon, tu constates aussi qu'effectivement, on a réussi à placer toutes les actions dans les 4 axes. Donc, c'est-à-dire que inconsciemment, vous avez cette réflexion large qui vous permet de balayer. Bon, et encore, on n'a pas tout repris. Tu parles d'espace vert, tu parles de... voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter par rapport à ça. Mais voilà, donc le plus important, et là je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment ça aussi. Le plus dur n'est pas d'implémenter une action. Le plus dur n'est pas d'élaborer un diagnostic. Le plus dur, c'est d'avoir la volonté de le faire et de se donner l'ambition de le faire. Après, derrière, les moyens, et quand je parle de moyens, je ne parle pas forcément de moyens financiers, mais les moyens viennent et arrivent avec le dynamisme, avec la motivation et la volonté. Et je pense que Composite est un super exemple pour ça et une super locomotive pour d'autres acteurs. D'entrée de jeu, on le disait, l'économie circulaire, c'est pour tous. Composite n'a pas pour vocation initiale d'être une green start-up ou d'être une entreprise green. C'est pas sa vocation, c'est pas sa mission. Mais sa mission développement durable, elle est quand même bien ancrée en dessous de sa mission principale, de son objectif principal. Je ne me sentirais pas responsable en tant que dirigeant de ne pas l'intégrer. C'est quelque chose qui est important, tout comme la dimension sociale qui pour moi en fait partie. Donc c'est pour moi une des missions parmi d'autres des entreprises, c'est d'amener cette prise de conscience et des actions concrètes pour notre planète, pour nos collaborateurs et le mix des deux est super important. Donc voilà, moi je serais fier de me retourner dans 10 ans en disant ben voilà, j'ai pu être acteur de ça via notre entreprise, aussi bien en mettant des personnes au travail qu'en faisant quelque chose pour la planète. Donc c'est clair que c'est ultra important. Oui, effectivement. Et on a beaucoup parlé du coup de l'économie circulaire, mais tu fais bien de mentionner encore une fois le facteur humain, et c'est en lien aussi avec les objectifs de développement durable qui justement vont bien au-delà des thématiques environnementales. Donc ça s'inscrit justement dans un cadre plus large où tous les aspects de la gestion d'une entreprise sont à prendre en compte. Donc c'est très éclairant comme témoignage. Oui. Merci, Passons à des questions. On n'a pas de questions, on arrive plus ou moins au temps de fin. Alors, je vais poser juste une petite question. Yes. Et là, je pense que ça peut être aussi très inspirant pour toutes les personnes qui nous écoutent ou qui vont nous réécouter à terme. Comment, vous, est-ce que cette démarche, cette dynamique de transition, en tout cas de résilience, d'une manière ou d'une autre que vous aviez, est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé pendant cette période de crise sanitaire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a ressenti? Comment en fait avez-vous été impacté par cette crise sanitaire? Alors nous, on a été assez bien impacté par la crise sanitaire, effectivement, parce que comme je l'expliquais, on est majoritairement actif dans des lieux de bureau. Donc forcément, quand il y a du télétravail, on va un peu moins salir les tapis. Donc on a été un petit peu moins sollicité. Ça a allongé la durée de vie, mais justement, il y a certains qui ont continué à faire l'entretien, même si les bureaux n'étaient pas occupés, parce qu'ils avaient bien compris l'importance de l'entretien régulier. Donc on a quand même continué à aller dans les bureaux, même s'ils étaient fermés. Aussi parce qu'on développe, et c'est en lien avec tout ce qu'on a expliqué, une vraie relation de partenaire plutôt que de client. Et donc ça, c'est clair que c'est super important. Donc on a pu vraiment adapter des programmes, on a pu être proche de nos clients. On a perdu globalement personne et ça, c'était aussi super important, aucun de nos collaborateurs non plus. On a eu quelques départs volontaires, mais qui étaient liés à des facteurs tout à fait différents. Et donc ça, c'était notre plus gros défi en se levant tous les matins, c'est comment on fait pour garder tout le monde. Et par contre, comme les activités étaient malgré tout un peu plus au ralenti, ça nous a permis aussi de se réaxer sur moi, faire des recherches, tomber sur Capinov, relancer un petit peu tous ces projets qui, effectivement, et on l'a évoqué, qui pendant le day-to-day sont plus compliqués parfois à mettre en place, ou en tout cas c'est important de se dégager du temps là-dessus. Ça nous a permis de se recentrer sur notre vision, de travailler aussi le WeCare qui est sorti à ce moment-là. Donc ça nous a aidé en fait à se repencher sur des bonnes questions, à nous remettre en question aussi sur beaucoup de choses, à prendre le temps en fait. Et je trouve que ça tombe à un bon moment de capitaliser sur ce qu'on fait déjà de bien.
hein, et de se dire c'est bien aussi, on fait des bonnes choses, ça fait du bien et on se le dit. Et puis de commencer à mettre en place des nouvelles actions. Donc voilà, ça c'est un peu, je dirais, peut-être le coup de pouce de la crise, c'est de se dire ça nous a donné un petit peu de temps. Alors pas au début, parce que c'est paradoxal, mais on a un travail opérationnel qui est énorme au moment où tout ferme, parce qu'il faut se réorganiser, il faut fermer, qu'est-ce qu'on fait avec les équipes et tout ça. Une fois que c'est plus ou moins rodé et que le lockdown malheureusement se prolonge, ça nous permet de se refocaliser sur ce sens qui est important pour nous. Et puis, comme je l'ai dit, et je l'ai dit au tout début, j'ai 2 enfants, mes 2 administrateurs collègues aussi ont aussi 2 enfants, et donc à ce moment-là, on se repose aussi toutes ces questions-là, et le pourquoi on fait toutes nos actions, aussi bien d'un point de vue familial que d'un point de vue société, ça revient au devant de la scène, et donc ça nous pousse aussi à faire des choses pour eux et pour le futur. Donc je dirais que c'est ça le coup de pouce que la crise nous a fait sur cette partie-là. Ouais. Ok, super. Voilà. Heureusement, là, Merci. quand même, elle s'arrête, ou on espère, parce que ça ne va pas trop durer. Mais non, voilà, c'est ce que je pourrais te dire, je pense. Très bien, ok. Super, merci. T'en prie. Magnifique. Toujours pas d'autres questions. Toujours Peut-être pas lancer d'autres un dernier questions. appel aux questions. Prendre peut-être Ouais, 20 secondes pour voir si quelque chose arrive. ouais, c'est ça. Mais, Et j'en profite le temps de voir s'il y a une dernière question qui arrive. Vous avez vu dans la présentation à un moment les différentes coordonnées qui étaient affichées, tant de Composil si vous avez besoin de leur service, ou nous en tant que référents. Il y a un ensemble d'acteurs, comme on le disait, qui sont disponibles au niveau de la Wallonie, mais vous pouvez contacter Enrique, Romain ou moi aux coordonnées qui étaient indiquées et qui seront, j'imagine, repostées à l'endroit où sera postée la vidéo. Et à ce moment-là, la redirection peut se faire, c'est plus simple pour vous nous contactez, et après la redirection en fonction de que ce soit de votre territoire, souvent le Brabant wallon j'imagine, pourra se faire de notre côté. Et on dit qu'il n'y a pas de questions, donc je pense qu'on peut rester là-dessus. Merci beaucoup Pierrick, encore une fois, d'être venu. Merci. Chouette. Et merci à tout le monde. merci de nous avoir suivis. Oui, une bonne journée. Au revoir. Au revoir.